Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'introduire cette 12e séance du séminaire de recherche corps et beauté, dont le cycle 1 s'achève aujourd'hui avec cette séance. C'est un séminaire qui a démarré début 2018. Il touche à sa fin, bien que ce soit le début d'autre chose, mais ça, ce sera pour un peu plus tard. Je remercie d'ailleurs le laboratoire sport et sciences sociales qui a participé à l'organisation de la séance du jour, qui nous permet d'être présents à Strasbourg aujourd'hui. Un merci aussi à nos partenaires, sans qui on n'aurait pas pu organiser ces 12 séances, donc l'Université de Strasbourg, l'Université de Rouen, l'Université de Paris-Descartes, l'Université de Genève et la Cosmétique Vallée. Ce séminaire, il est né de la rencontre entre 3 chercheuses en sociologie et en anthropologie. Eva Carpigo, Camille Couvry, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui, mais qui est là avec nous par la pensée, et moi-même, Marion Brezaz. L'objectif de ce séminaire, ça a été vraiment de fédérer les chercheurs et chercheuses, quelle que soit leur discipline, des chercheurs et chercheuses qui travaillent sur les pratiques corporelles à visée esthétique, une thématique qui est encore peu investiguée en France. Et la singularité de ce séminaire, ça a été de donner la parole à des sociologues, anthropologues, etc., privilégiant plutôt des approches compréhensives pour étudier ces pratiques esthétiques, c'est-à-dire des universitaires accordant une place centrale aux individus, aux groupes d'individus et au sens que ceux et celles-ci donnent à leurs pratiques corporelles. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que lors de chacune de nos séances, qui ont porté sur le thème des parfums, de la beauté thérapeutique, des poils, des cheveux, des apparences dans certains milieux professionnels. Voilà, je ne vais pas toutes les citer, ces thématiques. Vous trouverez sur notre PowerPoint, en fait, notre adresse internet, donc corbeauté.hypothèse.org, où vous pouvez retrouver toutes les vidéos de ces séances-là. Mais voilà, pour chacune de ces séances, nous avons convié des acteurs de terrain, parfumeurs, socio-esthéticiennes, présidentes d'associations, etc., sur chacune des thématiques, pour justement nous faire part de leurs expériences. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour échanger sur une pratique corporelle intrinsèquement liée au travail de l'apparence, l'activité physique et sportive. Je vais prendre la parole quelques instants pour une brève introduction, je ne vais pas être longue, puis je laisserai la place à nos invités, nombreux aujourd'hui, que je remercie vivement de leur présence. Depuis l'Antiquité, le sportif, il incarne une figure d'exemplarité, tant morale que physique, et esthétique par la même, et force est de constater que cette représentation, elle est particulièrement à l'œuvre dans notre société aujourd'hui. Dans un article en 2003, le sociologue Fabien Hall soulignait d'ailleurs combien les objets sportifs étaient devenus des éléments indispensables à la composition du paraître, je le cite. Il suffit de penser à l'attachement de certains adolescents, mais pas que, à des marques sportives pour se vêtir, pour illustrer cette idée-là. Dans notre société, le sportif, il incarne une figure d'exemplarité, notamment car les préoccupations esthétiques des individus se superposent souvent à des préoccupations sanitaires. Cette association entre beauté et santé a été documentée par des historiens et elle intéresse les chercheurs et chercheuses depuis de nombreuses années. Et les pratiques physiques et sportives qui modifient la forme des corps, tant leur apparence que leur bonne santé, se sont massifiées au cours des dernières décennies. En 1987, une enquête de l'INSEP indiquait que 74% de la population française s'adonnait à un sport, contre 46% en 81, 34,5% en 73. C'est des chiffres qui ont été relevés par les sociologues, notamment Pascal Duret et Anastasia Meidiani. Plus récemment, en 2018, un baromètre national de pratiques sportives soulignait que 66% des Français de plus de 15 ans, soit un peu plus de 36 millions d'individus, ont eu une pratique sportive au cours des 12 derniers mois. En élargissant le champ de l'étude et en y intégrant les activités physiques et sportives à des fins plutôt utilitaires, donc comme les déplacements quotidiens à pied, en vélo, à trottinette, très, très à la mode, la proportion des pratiquants passe à 75%. Des évolutions sont notables. Les pratiques physiques et sportives se sont notamment diversifiées, sous l'impulsion entre autres des salles de fitness qui proposent un nombre élevé de cours différents pour muscler son corps. Ces activités physiques et sportives sont aussi largement sorties du cadre institutionnel. Elles s'effectuent désormais en dehors des clubs, mais aussi chez soi, voire dans l'espace public, comme on va pouvoir le voir aujourd'hui, que ce soit en pleine nature ou au cœur des villes. Le marché des outils connectés a d'ailleurs intensément accompagné cette transformation des conditions de pratique sportive. On pense au Quantified Self, qui s'est démocratisé, qui s'utilise désormais avec la balance et le miroir. Et on peut citer sur ce sujet-là des travaux récents, comme ceux d'Éric Dagiral, qui a publié un article en 2019, ou de Faustine Régnier, qui a publié un article sur ces questions-là en 2018.
Un autre versant très conséquent des recherches sur le sport concerne l'imbrication entre pratiques sportives et socialisation de genre. On peut ici mentionner d'une part les travaux qui portent sur la fabrique des sportifs et sportifs de haut niveau. On pense à Christine Ménesson sur les boxeuses, footballeuses, Xavier Clément sur les handballeurs. Et on doit aussi ici mentionner les travaux qui traitent plutôt des sportifs et sportifs occasionnels. Pour exemple, un récent article de Cindy Louchet et Oumaya Idrineis sur les centres de remise en forme réservés uniquement aux femmes montre que ces lieux se positionnant comme permettant aux femmes de s'extraire du regard d'autrui, des lieux où on est vraiment dans un entre-soi de femmes, sont finalement des espaces où se joue une imposition privilégiée de normes de genre particulières, notamment relatives à la minceur. Mais par rapport à ces recherches qui étudient les pratiques sportives comme lieu privilégié d'une socialisation corporelle genrée, on peut souligner qu'il y a eu de nombreuses évolutions analytiques. Centrées dans un premier temps sur la dénonciation du sport en tant qu'institution de la masculinité hégémonique, productrice d'un système de genre hiérarchisé, merci, au secours. Ce pan de recherche offre désormais une plus grande diversité de perspectives et dont certaines vont jusqu'à penser le sport comme un lieu potentiel de subversion, notamment par l'esthétique, et on va le voir aussi aujourd'hui. Depuis la fin des années 90, l'émergence d'études sur les femmes et les hommes qui pratiquent des sports dans lesquels ils ou elles sont minoritaires, le développement des travaux féministes sur les masculinités dans le sport ont permis de relever des ambivalences quant aux significations des pratiques sportives pour les individus. On a des recherches notamment anglo-saxonnes et françaises qui ont été menées sur le sport comme lieu de contestation de l'idéologie de la fragilité physique des femmes et sur la manière dont certaines sportives font l'expérience de leur discipline en la réinventant. On pense aux célèbres travaux de Cox et Thompson sur le rapport à l'apparence des femmes qui pratiquent le bodybuilding. Cette attention à l'agentivité des acteurs sociaux, c'est un des fils conducteurs de ce séminaire de recherche. Et c'est un fil conducteur qui sera particulièrement efficace lors de la séance d'aujourd'hui, il nous semble. Lors de celle-ci, on aimerait centrer notre attention, à l'aide de nos intervenants, sur 3 dimensions de l'articulation entre performance sportive et performance esthétique. Tout d'abord, nous aimerions parler des formes des corps sportifs. Selon les disciplines, ces formes, elles varient. Pour certaines disciplines, les formes valorisées sont diverses. Le football, le tennis autorisent plusieurs types de morphologie. Dans d'autres sports, un idéal prédomine. On pense par exemple au patinage artistique. Par rapport aux formes des corps, nous aimerions aussi parler des représentations du muscle d'ailleurs. Comment celles-ci se construisent et peuvent varier d'un groupe social à l'autre. L'angle du genre est ici une focale qui est légitime car l'on sait combien il existe une délimitation genrée des styles de pratique. Deuxièmement, aujourd'hui, nous souhaitons centrer notre intérêt sur les mouvements des corps. Dans quelle mesure et à quelles conditions le geste sportif est-il perçu, vécu comme esthétique ? Comment cette esthétique s'expose-t-elle ? Dans quels espaces ? De quelle manière ? On peut penser ici à l'usage des réseaux sociaux. Comment cette valeur esthétique du geste se conjugue-t-elle aussi à la mesure de la performance dans certaines disciplines ? Les sports sont souvent envisagés comme encadrés par des règles. Est-ce qu'il existe des nouvelles disciplines sportives qui sont inventives par rapport à cette question, cette tension qu'il peut y avoir entre créativité esthétique, mouvement artistique et en tout cas performance ? Enfin, nous aimerions aussi nous intéresser aux parures et aux vêtements des sportifs et sportives aujourd'hui. Comment les pratiquants et pratiquantes font-ils leur choix ? Et comment ces objets, que ce soit des objets que l'on porte ou des objets avec lesquels on pratique, participent-ils à l'expérience sportive ? Pour nous aiguiller sur ce thème de l'entrelacement entre sport et apparence, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monica Assetti et Ayman Dahan, accompagnés justement de pratiquants. Je vais laisser le plaisir à Eva Carpigo de présenter un peu plus nos invités avant de leur laisser leur parole. Merci Mariam, bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir de présenter plus dans les détails nos intervenants, que nous remercions chaleureusement d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'être ici avec nous, d'apporter chacun d'entre vous votre expérience de terrain en tant que chercheur ou bien en tant que pratiquant et donc en tant qu'acteur de terrain véritablement. Je vais commencer par introduire Monica Assetti, qui va présenter en premier. Donc, Monica Assetti, vous êtes socio-anthropologue, spécialiste des questions de santé et
des activités physiques et sportives, ainsi que maître assistante à l'Institut de recherche sociologique, IRS, de l'Université de Genève. Lors de cette séance, vous allez évoquer les résultats d'une enquête menée selon une approche compréhensive de la pole dance par la méthodologie de l'observation participante. Alors que la sociologie du sport et du genre s'est régulièrement intéressée aux questions d'apparence qui interrogent le bon genre des athlètes en relevant les systèmes de domination sous-jacents, votre terrain vous a mené à interroger l'engagement des corps des pratiquantes de la pole dance, dance. Vous nous direz comment ça se prononce correctement, et les diverses modalités de performance, ainsi que leur mise en scène esthétique, sportive et sensuelle, et à décaler le point de vue vers une pratique devenant un support d'émancipation et d'expression des désirs. Vous avez donc 30 minutes pour développer vos propos. Merci Marion, merci Eva. Vas-y, je pense que ça enregistre. Oui, ça marche? Oui, ça marche. D'accord. Je sais pas. Oui, ça marche. Oui, ça a l'air de marcher. Oui, c'est bon, ça joue, voilà. Oui, oui, c'est juste, voilà. Mais oui, alors merci donc pour cette invitation. Performance physique, esthétique, décor sportif. Je vais faire une brève introduction pour placer, disons, le contexte. Le contexte de cette recherche sur la pole dance. Alors, d'abord, des corps en tous sens. On part des corps forts pour la patrie, cultiver le corps par l'éducation physique, des corps au travail qui doivent à nouveau être forts pour produire de la force de valeur, du produit, des artisans, les ouvriers, et puis des corps sportifs alors qui s'inscrivent dans un culte de la performance par les mesures et les classements. Donc un autre système de pensée. Et moi aujourd'hui je vais plutôt m'intéresser au corps pour soi et également à des corps qui sont virtuels, qui sont montrés, qui apparaissent de façon très nombreuse sur les sites, par YouTube, et donc des corps qui peuvent être modifiés, qui peuvent être individualisés, et dans quelle mesure est-ce qu'on peut y voir un trouble, voir une forme de subversion, une quête d'identité par corps, ou non. Je vais interroger, et je ne vais pas amener de réponses toutes faites ou de solutions, loin s'en faut, d'une part parce que j'ai d'abord travaillé sur d'autres domaines sur lesquels je vais revenir. Alors, corps et travail, dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler d'une forme de rupture entre un corps qui était d'abord au travail, avec une force de travail qui produisait de la valeur, et les différentes présentations qui ont, me semble-t-il, animé ces séminaires sur la beauté, parlaient plus d'un travail sur le corps, à l'aide de tatouages, de régimes, ou de sculptures sur corps, ou de chirurgie. Alors, on assiste donc à une rupture entre le corps au travail et un travail sur le corps. Dans le domaine médical ou de la santé, alors on peut parler de régénération par des cellules souches embryonnaires qu'on mettrait dans des biobanques en investissant dans un capital futur pour alors là aussi prévoir une certaine productivité pour contrer des maladies. Alors cette économie du recyclage des corps, des objets organiques qui peuvent être transformés dans des objets marchands, se base donc sur un potentiel thérapeutique. Alors tout cet aspect-là, je vais le laisser de côté parce qu'aujourd'hui, je vais plutôt m'intéresser à cette question donc de la beauté, puisque c'est le thème de votre séminaire, mais sans être pour autant spécialiste de la beauté, je vais plutôt m'intéresser à la sensualité, voire à l'érotisme, et au corps sportif, au corps fort. Donc, ce sont des thèmes assez différents. Je vais les croiser parce que l'objet de la pole dance m'a amené à le faire. Alors, je m'appuie donc sur un article que j'ai effectué dernièrement dans cet ouvrage, Faire corps, temps, lieu et gens, avec mon collègue Christophe Jacou. Donc, nous avons coordonné cet ouvrage. Et l'article est donc en libre accès.
Alors je suis partie, où tout est parti, cette histoire de pole dance, mon intérêt pour cet objet assez original, avec assez peu de littérature. Quelques auteurs en master se sont intéressés à ces questions-là, mais sinon il n'y a pas de thèse, hein, où il n'y a pas de... voilà, il y a peu d'articles, en tout cas en langue française. Mon intérêt est parti de cette photo d'un collègue, Pierre-Yves Massot, donc photographe, qui revient et qui me dit, bah voilà, j'ai assisté à une compétition de pole dance, regarde les photos que j'ai faites. Et en tant que sportive, gymnaste, grimpeuse, capoeiriste, effectivement, cette figure-là m'a interpellée parce qu'elle dénote d'une dextérité qui est évidente, avec un habillage du corps assez fort et assez plutôt subversif. Alors, je ne savais pas en quoi consistait la pole dance et je me suis d'abord intéressée à la question donc par YouTube, et je suis tombée plutôt sur des photos, sur des vidéos érotiques ou de cabaret plutôt sulfureuses. Donc je suis entrée par les stéréotypes et par ce par quoi on accédait, disons, par Internet. Alors, ce corps-là, au niveau de la photo, me semblait interroger un corps hybride, en même temps athlétique et en même temps érotique, au vu de ce que je voyais donc sur YouTube et dont des recherches qui étaient faites comme ceci au petit bonheur. Par ailleurs, je m'intéressais à la sociologie des engagements et des carrières, dans différentes pratiques, dont la capoeira ou le MMA. Et là, je me suis dit qu'il fallait interroger cette question donc, de l'ambiguïté d'un corps hybride, athlétique et érotique. Partons du cirque et du cabaret, donc décrié pour sa vulgarité, eh bien la pole dance, elle s'est peu à peu diffusée. On va le voir au fil de cette présentation. Donc dans le cadre d'écoles de danse et des studios privés, alors dans une modalité qui est tantôt sensuelle, tantôt plutôt sportive, tantôt basée sur la santé. Et la question qui s'est posée, est-ce que c'était une inévitable objectification des poleuses par le male gaze, le regard masculin donc sur une femme objet, ou est-ce que cela pouvait être une voie d'émancipation par l'affichage d'une forme de sensualité assumée? Voilà, ça c'est le fil de la question que je vais... c'est mon fil rouge pour cette présentation-là. Donc je suis partie d'abord d'un travail sur les capoeiristes. C'était un travail de thèse en 2011. Je m'intéressais plutôt à l'interchangeabilité des rôles par le jeu infini. En 2 mots, dans quelle mesure, dans quelle situation on peut, dans le cadre de la capoeira, jouer entre hommes et femmes, entre gros, petits, grands, et trouver une forme de jeu qui peut perdurer et qui est exempte de rapports de force et de rapports de domination. Donc j'étais plutôt intéressée par des formes d'égalité. Et ensuite, à la fin de ma thèse, je me suis intéressée à 2 pratiques bien différentes. Le MMA, justement en tant que forme masculine, voire hyper masculine, et puis dans quelle mesure des femmes qui s'introduisent dans cette pratique-là, est-ce qu'elles subvertissent le genre ou pas? J'ai également effectué un article dernièrement sur cette question-là, sans faire de terrain, par contre. Au niveau de la pole, eh bien, c'était la question d'une forme d'hypersexualisation de ces corps sportifs tels que je l'avais vu sur Internet, qui m'a interpellée. Et je vais donc prolonger cette discussion sur ce dernier point, mais je tenais à vous montrer que c'était plutôt l'égalitarisme qui m'intéressait au départ, et pour questionner les formes de domination telles qu'on les travaille en sociologie du sport, il me semblait intéressant d'aller justement dans des pratiques très masculines ou dans des pratiques très féminines pour voir mieux ce qu'il s'y passait et revenir sur ces questions d'égalité ou de comment est-ce qu'on peut, dans quelle situation est-ce que ça peut se faire. Alors, ce fil conducteur, donc, est-ce que les poleuses performent-elles une identité sensuelle pour subvertir l'objectification d'une femme-objet, femme de cabaret? Est-ce qu'elles troublent le genre? Performer au sens de Judith Butler, donc pas simplement une performance sportive, mais performer, donc jouer, surjouer et en faire un outil identitaire de revendication. Cette discussion, elle est partie d'une communication en 2013 où je m'interrogeais
je suis partie sur la question des régimes de caméralité, je l'avais appelé comme ceci. Comment est-ce qu'on change de point de vue, on déplace la caméra dans des situations différentes, toujours autour d'une barre de pole dance évidemment, pour voir dans quelle mesure les controverses et les situations sont différentes et disent des choses différentes. Donc cette réflexion par les controverses, en quelques mots, je me suis appuyée sur une conception feuilletée de la controverse, en référence à Cyril Lemieux, et il s'agissait de saisir donc une variété d'arguments en fonction de scènes d'expression, du plus public au moins public, tant dans un entre-soi féminin fermé par exemple à l'intérieur d'une école, où les cours sont en général réservés à des femmes, ou chez soi, avec sa propre barre de pole dance, ou alors dans un univers bien moins public, tel que de décider de mettre en ligne une séance d'entraînement ou faire un spectacle, participer à un spectacle. Alors, les contraintes morales ne pèsent pas de la même manière selon les espaces de pratique et d'expression, les styles de danse, le type de public et sa proximité avec le public, bien évidemment. Et pour saisir tous ces éléments, j'ai essayé d'articuler les dimensions stratégiques, d'analyse des rapports de force et argumentatives, donc dans quelle mesure est-ce qu'il y a une cohérence discursive constitutive de cet objet donc de la controverse. Et ces controverses, elles se révèlent au travers d'épreuves. Alors les épreuves dans la pole dance, ce sont par exemple des spectacles, des moments où on décide de passer à un niveau supérieur, de faire une acrobatie plus difficile, ou alors de mêler du floor work, un travail au sol plus sensuel, dans quelle mesure la pratiquante est-elle capable ou pas d'être sensuelle, ou est-elle plutôt grotesque, enfin est-ce qu'elle peut assumer cette épreuve-là devant ses camarades de cours, les participantes, ou au contraire dans un spectacle à l'extérieur, au comptoir suisse ou dans un cabaret. Enfin, ça dépend évidemment des lieux. Donc c'est une réflexion qui est d'abord inscrite dans des rapports de genre, donc de domination, et je suis d'abord entrée sur ce sujet par un point de vue stéréotypé, sur des femmes plutôt objets qui en plus payaient pour apprendre à être sensuelles et érotiques. Et à un moment donné, on s'interrogeait aussi avec mon collègue donc Christophe Jacou en 2012 sur ces questions de genre. Et voilà, au passage, par exemple, un ouvrage qui recueille différents articles sur ces questions-là. En même temps, une image où vous ne voyez qu'une seule femme qui fait de la gymnastique sur la poutre. En quelques mots, je résume les questions de genre dans le sport. Mais ce n'est pas qu'en lien avec les femmes, également entre une gymnastique, c'est la sociologie des controverses qui m'intéresse ici, et en référence à un collègue, Jean-Claude Bussard, donc historien, entre 1893 et 30 ans plus tard, le rapport au sport, les valeurs du sport sont considérées, les sportifs, les sportsmen sont déconsidérés. Jamais ils ne les prépareront à l'obéissance et à la discipline qui sera exigée d'eux quand ils seront soldats et dans beaucoup de circonstances de leur vie. 30 ans plus tard, la plus haute finalité, c'est le sportsman. Il procure à la jeunesse de saines distractions, récréation, lutte contre les maladies sociales, tuberculose, etc. 50 ans plus tard, alors, ce sont les femmes la gym tonique avec Véronique et Davina qui se retrouvent dans le même genre de controverse. Je vous donne 2 exemples de controverses pour vous montrer que c'est vraiment un axe d'analyse intéressant. On considérait comme d'anciennes stripteaseuses. Nous sommes donc dans les années 80, critiquées évidemment par le monde culturiste. Et ces gymnastes aérobiques, elles réunissaient plus de 10 à 12 millions de téléspectateurs, donc en France, Belgique et en Suisse. Et c'est vraiment une émission qui a animé de nombreuses mères de famille qui, dans leur salon, je vous le dis parce que j'ai fait moi-même, j'avais environ 10 ou 12 ans à cette époque-là. Et dans le salon de mes parents, nous avons fait de la gym tonique le dimanche matin. Donc, une activité qui avait une forme d'émancipation des femmes actives, dynamiques, gaies, expansives et heureuses par un effet de proximité télévisuelle.
ces opératrices de la promesse de forme. Et il me semble que le terme d'opérateur vous interpellait, on pourra y revenir. Et en même temps, et là je passe rapidement, mais évidemment, le parcours des femmes dans le sport était compliqué. Catherine Switzer, on est là dans les années 70, 80. Enfin, on peut accéder au marathon, John Benoit. Et puis en même temps, l'arrivée donc de Gabrielle Andersen-Schiess, titubante, qui remet en question de nouveau est-ce que ce corps défaillant qui ne peut pas courir un marathon. Mais elles pourront s'y faire. Alors, l'évolution des femmes dans le sport, évidemment qu'elle a progressé, mais avec des éléments de double injonction, rester une vraie femme. Alors là, je fais référence à au pink marketing, alors d'une athlète en wingsuit, donc qui fait des sauts extraordinaires. Et je passe de son site en rose, où on reste toujours une vraie femme, avec quelques attributs sexualisés ou disons relativement attirants, tout en étant très performante, une athlète, au site de Pôle Émotion, une école de danse, donc dans laquelle j'ai fait mon terrain. Donc, c'est le même rose, bien évidemment, et puis cette femme à lunettes, n'est-ce pas ? Chez nous, tous vos cours sont sans abonnement. Non, c'était pas ça que je voulais lire, excusez-moi. Tu as envie de venir t'éclater. T'éclater. Sans prise de tête. Merci, mais juste en t'amusant avec la barre. Alors, voilà. Inscris-toi à nos cours. Voilà. Alors, pour moi, c'était un peu compliqué d'aller dans cette école de pole dance. Qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Mais il fallait quand même comprendre ce qui s'y passait, sinon on ne peut pas travailler sur cette question-là. J'ai donc fait de l'observation participante à partir de 2012, participé également à des spectacles de cette école, et puis visionné des séquences filmiques, suivi des manifestations. Et puis, depuis, j'ai fait une participation flottante, c'est-à-dire que de temps en temps, j'y allais pour aller voir comment est-ce que ça se passait aussi au niveau du roulement des entraîneuses, enfin des entraîneuses, voilà déjà le double sens, des monitrices, des profs de pôle. Donc je suis allée dans le terrain. Et cette activité s'inscrit et dans une société d'exposition de soi et du culte du corps en forme, mais aussi d'empowerment féminin ou féministe. Et c'est cette dernière question que je vais essayer de creuser plus avant avec vous. Donc clairement dans un marché du tatou, de chaussures à haut plateau que nous verrons un peu plus en avant. Un phénomène qui émerge en Suisse à partir des années 2000, qui s'inscrivait à ce moment-là dans la vague Zumba, qui est passée depuis, et qui suscitait attrait et rejet. Alors en termes d'attrait, une femme qui vole, l'heelings, des sensations aériennes, de voltige, donnait aussi l'impression d'être légère, donc des éléments qui étaient appréciés et qui ont été attirés aussi, le fait d'être en inversion, certains risques, une forme d'audace également, mais également une dramatisation érotique et érotisée dans les premières compétitions auxquelles je suis allée assister. Donc vous le voyez à l'habillement, et puis c'était la championne à ce moment-là. Or, cette version érotique est très souvent neutralisée par différentes stratégies ou des considérations pragmatiques de marché pour attirer le chaland, attirer une clientèle. Donc, ce n'est qu'une barre, c'est un corps, c'est surtout un sport qui sera mis en avant. Donc, des Durchtrainierte Körper, des femmes très en forme qui le font, la forme à la barre, nous sommes entre femmes, également pour retrouver une confiance perdue. Voilà des éléments qui étaient intéressants. Et puis, je donne cet exemple-là. C'est tiré d'une page Facebook dans l'école où j'étais. Alors, cette pole dance qui intrigue, mais les personnes vont par exemple dire... oui. Avec le côté canaille en su, nous avons pensé que cela constituerait une animation sympa. Une autre de tête, une chauffeuse de camion qui faisait la présentation donc, de pole dance, disait non, l'ambiance était très sympa. D'ailleurs, il n'y a qu'une
femme dans le public qui a caché les yeux de son mari et qui l'a emmené loin pour qu'il ne voit pas. Toutes les autres personnes ont compris que nous faisons un sport. Et la directrice de cette école disait on n'aurait pas voulu faire ça dans les caves, on veut être devant tout le monde parce que c'est un vrai sport reconnu. Or, le discours est assez ambigu. D'un côté, des corps dynamiques, actifs et gais tels qu'on l'a vu dans l'activité d'aérobic, dans ce sens-là, des femmes qui bougent, des femmes qui font des choses, qui grimpent sur la barre, qui s'élèvent. D'autre part, des corps hyper performants et en même temps érotiques. Cette valence érotique reste présente alors que pas mal d'excuses sont amenées en disant non, c'est vraiment qu'un sport, on fait ça pour la santé. Dans l'école que je suis allée, dans laquelle que j'ai intégrée pendant une certaine période, le premier contact a été le suivant. En fait, c'était des femmes tout à fait ordinaires comme vous et moi, et des corps très diversifiés, souvent avec de l'embonpoint d'ailleurs, amateurs, une bonne ambiance, accueillant, et en fait, j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'y suis revenue. J'ai donc pu déconstruire un stéréotype que j'avais intégré par l'extérieur et également par tout un bagage de genre acquis dans les fêtes et dans le monde du sport en général. Une atmosphère populaire qu'il faudrait creuser, parce que je n'ai pas les données sociodémographiques de l'ensemble des poleuses, ni de l'école, ni de la situation actuelle, mais une atmosphère que j'ai vécue comme telle, une certaine gouaille, un franc-parler, et puis elles n'avaient pas la langue dans leur poche, on va dire. Et puis une présence également à la carte, on y va quand on veut, comme on peut, donc pas mal de changements. Alors, croiser cette question de l'érotisme, du marché de la forme, et d'une perspective néanmoins genrée appliquée à la pôle, c'est fait donc en questionnant différents lieux où ça se passe. Alors évidemment que la pôle dans un cabaret, alors je suis allée regarder ça une ou deux fois, effectivement c'est vraiment un régime d'exhibition et d'objectification du corps de la femme. Je pense qu'on ne peut pas tellement sortir de ce cadre-là. Le régime d'appropriation, c'est lorsque la barre, elle est chez soi et pour soi. Et là aussi, je n'ai pas tellement pu investiguer parce que c'est plus difficile d'aller chez les gens, ou alors en ce cas-là, il faut faire des entretiens. Ce que je n'ai pas fait. Le régime de circulation sur le net, il est aussi plus difficile parce que actuellement, les données, elles sont gigantesques. Et comment faire le lien entre ce qu'on voit sur le net et ensuite ce que pensent réellement les gens. Je vous montrerai dans la mesure du possible une vidéo, et puis c'est plus pour interroger. Ce que j'ai pu faire, par contre, c'est d'interroger des personnes qui font des championnats de pole dance et qui s'inscrivent dans une école. Alors, par rapport au championnat de pole dance, c'est plutôt un régime d'admiration. Alors, c'est légitime, les habillements sont corrects. D'ailleurs, il y a des règles qui demandent que ça ne déborde pas, ou que ce ne soit pas trop petit, ou que ce soit relativement couvert. Voilà ce qu'en 2012, ce qui impressionnait le public. Évidemment, aujourd'hui, c'est trop facile, mais... Donc la... Donc nous étions en 2012, la qualité de la vidéo vaut ce qu'elle vaut parce que c'était les téléphones de l'époque, et c'est moi qui ai fait la vidéo. Vous vous souvenez peut-être de la musique de Lana Del Rey. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le public applaudit, se réjouit et reconnaît la prouesse qui a été effectuée. Il est vrai que dans la vidéo suivante, il n'y a plus d'applaudissements.
alors que les prouesses sont 10 fois supérieures. Enfin, il y a aussi on s'habitue à des éléments qui deviennent de plus en plus performants. Donc à ce moment-là, c'était quelque chose que d'assister à ce genre de performance. C'est pas un sport de chochotte, disait l'instructrice de pole dance, de manière générale à ses élèves, parce que ça fait mal, parce qu'il y a des bleus, parce que les positions sont en fait très désagréables et très complexes. À l'intérieur de l'école de danse, de l'école de pole dance, eh bien, c'est un autre régime. Donc, je passe du régime d'admiration des championnes à un régime de confirmation, ce que j'ai appelé la culture des cocottes. Donc, un entre-soi de femmes où elles développent le plaisir d'apprendre, il y a une reconnaissance partagée de faire des progrès, tel qu'on peut le retrouver dans d'autres sports d'ailleurs, où une prouesse acrobatique ou physique est demandée. Et là-dedans, il y a effectivement des effets de transmission, des échanges de savoir et de dépassement de soi. Donc en fonction des espaces de pratique et du régime de caméralité correspondant, eh bien, la finalité de la pole, elle va bien entendu varier. Alors depuis l'intérieur de l'activité, la pole, à mon sens, peut être associée à de l'empowerment, cette culture des cocottes. Allez mes coquettes, vas-y, donnez-vous, ça fait pas mal, faut souffrir pour être belle, ce genre de remarques. Mais dans les milieux à l'extérieur de l'éducation ou du féminisme matérialiste, eh bien la pole est associée aux conséquences d'une hypersexualisation de la société et à de l'autodomination envers l'injonction masculine. Donc je garde cet autre aspect, on ne va en tout cas pas le négliger, toutes les questions d'objectification du corps des femmes en tant qu'objet de consommation. Alors quel est le rôle de ces jeux esthétiques dans la pole ? Une objectification, c'est lorsque par exemple pour mettre en scène un championnat de handball, eh bien, on utilise une image comme ceci, et pour cette handballeuse, eh bien, c'était évidemment pas bienvenu. On n'est pas là pour être sexy, belle ou jolie. Par contre, dans la pole, on peut aussi être là pour ceci. J'ai tapé ça dernièrement, pole dance, la plus strong et la plus sexy, et je suis tombée sur la première qui t'arrivait. Une russe, et puis ça permet aussi de faire des présentations à deux, aussi évocatrices, d'une homosexualité, d'amour différent. Voilà encore en termes d'exotique génération, une autre que j'ai pris au hasard, d'accord, mais très déshabillée, elle ne pourrait pas entrer dans une compétition de pole dance sportive, parce qu'elle elle est trop déshabillée, et puis elle avait des étoiles par le devant, mais je voulais pas mise. Alors, la pole serait une pratique d'auto-objectification de soi, ça c'est un point de vue plus féministe et matérialiste, donc être assigné au statut d'objet, être traité comme un objet, faire l'objet d'instrumentalisation. Et je ne dis pas que les femmes des images précédentes le sont, parce que je ne les connais pas, je ne les ai pas interrogées, donc je ne sais pas comment qu'elles font cette activité-là. Mais on peut se poser la question. Pour ma part et sur mon terrain, après un temps d'observation participante, eh bien, le sens donné par les participantes que j'ai côtoyées dans les cours me semble être lié à une quête d'empowerment. Pourquoi ? Donc, je prends le terme d'empowerment comme une acquisition progressive de capacités qui rend les individus plus forts, plus indépendants et leur permettent donc de mieux s'assumer. Pourquoi ? Parce qu'aller à la pole, pour ces participantes, c'était par exemple sortir de la maison. Ça veut dire ne pas s'occuper des enfants, avoir un petit moment pour soi, un temps pour soi, voir d'autres amis, partager. D'accord ? Ça a l'air de rien, mais moi je l'associe à une forme d'empowerment que de sortir de la maison. Se donner un défi acrobatique ou artistique, ça me semble clair. C'est également fabriquer de la santé, s'occuper de soi, versus le travail domestique de soins. C'est également s'élever dans les airs, devenir légère. Et effectivement, symboliquement, c'est très fort. C'est aussi un ressenti qui amène une sensation d'élévation sociale aussi. Tourner, virevolter, ressentir des sensations kinesthétiques de vertige
qui donne du plaisir, un plaisir physique, mais qui peut aussi être un plaisir sensuel, en particulier lorsque c'est relié à une danse, une expression donc d'une chorégraphie avec une sensualité dansée. Hein, donc d'explorer, d'exprimer une sensualité dansée. Alors empowerment ou objectification, hein, je laisse relativement ouvert. Une hypothèse que j'avais envie d'explorer, c'était de troubler donc cette objectification en performant la féminité sensuelle, voire érotique. Alors, je ne rentre pas dans toutes les explications dans quelle est la situation de la sexualité en France ou ailleurs, mais je pars de manière générale, et je vous renvoie à l'article que j'ai fait, mais à des résultats qui sont relativement reconnus sur le fait que la sexualité n'est pas en situation d'égalité entre les hommes et les femmes, et que d'assumer le fait d'avoir des envies de sexualité est encore relativement mal vu ou ne peut être trop affiché. Et si je peux me permettre de montrer cette vidéo, hein, alors je ne connais pas donc cette poleuse, mais elle a beaucoup de vues, 2 300 voilà, hein, 2017, donc Miss Pole Dance Australia, et qui avait choisi comme musique donc Voulez-vous coucher avec moi ce soir de 1975. Et je fais un clin d'œil aux premières marathoniennes, hein, qui se permettaient donc de courir un marathon.
et d'autres vidéos donc de Amy Hazel, où par exemple elle va performer en pony. Donc elle a la corne de la licorne et la licorne, et la queue du poney. Donc des habits, des habits qui jouent, qui surjouent, alors qui vraiment pour le coup performent l'érotisme. Alors backlash, revendication du droit d'exprimer de la sensualité ou de l'érotisme, quels sont les effets de la mise en scène d'une strong et sexy woman. Auparavant, je vous ai parlé du lien entre l'empowerment par la pole et dans quelle mesure est-ce que dans la vie privée, est-ce qu'il y a aussi empowerment. Voilà différentes questions. J'ai eu la possibilité d'interroger une poleuse qui, elle, alors, de façon explicite, le faisait dans le cadre d'une pièce de théâtre, Rachel et ses amants, et disons afficher une volonté plus émancipatrice de briser les tabous. Mais sinon, comme je vous le disais, il faudrait demander à chacune de ces femmes ce qu'il en est. Je termine sur cette affiche que j'avais choisie dans mon article. Donc effectivement sur the sleek, the strong, the sexy, l'élancée, la forte et puis la sexy. Donc un grand écart, vraiment une performance. En même temps, on voit qu'il y a une dextérité, mais des habits qui dénotent donc la question de l'érotisme. Pour un championnat donc de pôle théâtre ouvert à tous, amateurs et professionnels, dans différentes catégories qui sont tantôt l'exotique, mais également la version dramatique ou la version comédie, et également ouvert à des enfants de 7 à 17 ans. Voilà, donc un corps hybride, souple et puissant, et je termine là-dessus. Alors, corps aliéné, auto-objectification, ou alors est-ce que ce sont des sujets réflexifs qui performent de l'érotisme ? Le voisinage, à mon sens, entre une culture pro-sexe, qui valorise le droit à une sexualité ou à une sensualité, une pôle exotique, et de l'autre côté, cette culture hyperbolique d'une pôle hyper sportive et vraiment de prouesse sportive, et je pense que les collègues pourront le confirmer, qui font donc du workout, crée une ambiguïté qui est sujette à une controverse, mais qui permet aussi d'ouvrir un espace de possibilités émancipatrices variées. Voilà. Et je termine sur la première photo. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Monica Setti pour votre présentation évocatrice. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci beaucoup. C'était ça évoque plein de questionnements et c'est une super présentation. Moi, j'avais une question, vu que tu parlais du fait que tu avais travaillé sur la perspective de carrière, aussi dans le cadre d'autres recherches. Je voulais savoir si justement la logique d'empowerment, elle se conjuguait avec une certaine temporalité. Alors, tu n'as pas fait d'entretien, donc évidemment, je me rends compte que tu n'as peut-être pas les réponses. Mais voilà, est-ce que tu as des intuitions par rapport à ça au regard du suivi que tu as pu avoir peut-être lors de cette observation participante ? Oui, merci Marion. Alors effectivement, la question des carrières, je l'ai beaucoup travaillé dans la capoeira, sur le long terme, et puis comment est-ce qu'on devient capoeiriste, comment est-ce qu'on reste dans le milieu, quelles sont les barrières, quelles sont les ressources. Dans le cadre de la pole dance, en fait, il y a beaucoup de changements. Dans l'école où je suis maintenant depuis 2013, ça change tout le temps, y compris au niveau des monitrices. Donc c'est un marché qui engage des gens qui sont parfois peu formés, mais les meilleures sont évidemment très fortes et très formées. Ça dépend donc dans quelle école vous allez, quel est le niveau, comme dans tout système mercantile. Alors, l'empowerment au niveau financier, il est pas très intéressant dans l'école où je suis, vraisemblablement, vu le tournus.
Il n'y a pas de papier non plus, de diplôme qui reconnaît vraiment voilà, les compétences d'enseignante, de pôleuse. C'est souvent au sein d'une même école que se forment, que sont décidés qui peut devenir, pas entraîneuse justement, bref, prof de pôle. Et puis parfois, ce sont des personnes qui ont 1 ou 2 ans d'activité, donc ils ne sont pas très, très, très formés. Donc dans ce sens-là, ce n'est pas un empowerment au niveau professionnel. Moi, je me suis plus intéressée à ce que ça leur faisait à elles en tant que femmes et en quoi les élèves qui arrivaient souvent avec des niveaux plutôt bas, peu sportives, pas intéressées par le sport, justement, voire même, on va dire, en échec sportif, et bien à travers la pôle, ils trouvaient du plaisir et développaient un goût pour la danse, le mouvement et puis l'activité physique. Donc moi, je terminais aussi mon article sur une note plutôt positive pour ce public-là, très, très amateur. Après, au niveau vraiment professionnel, je n'ai pas trop travaillé sur la question, mais ce sont souvent des personnes qui ont eu un autre bagage de danse, de gymnastique, russe, d'autres pays, et qui viennent avec un bagage très performant et qui alors en font leur métier. Oui, j'ai une petite question parce qu'en regardant les images puis les chorégraphies que vous nous avez montrées, je me demande justement quel rôle a la parure dans l'expression artistique et puis sportive de ces performeuses. Donc, je vois qu'il y a des espèces de franges, il y a ces habits, les chaussures importantes. Alors, c'est souvent des chaussures, si je m'imagine, grands, compensées ou avec des grands talons. Et puis aussi, par exemple, les rôles des chevaux dans ces gestes, dans la performativité d'une certaine sensualité, d'une certaine chorégraphie. Est-ce que tout cela, est-ce que vous voyez des récurrences puisque j'imagine que c'est aussi une culture globale. Donc, est-ce qu'il y a des particularités nationales qu'on peut déceler par que ce soit des styles, mais aussi des styles esthétiques? Je rebondis justement sur quand tu parles des talons et de ces tenues qui sont quand même très particulières, très, très féminisées. Justement, tu ne l'as pas forcément évoqué, mais je pense que c'était en filigrane cet aspect justement quand tu parlais de ces femmes justement qui sont en échec sportif, qui elles, c'est pour sortir de la maison. Justement, est-ce qu'il y a aussi porter ce genre de vêtements, ce genre de parure qui finalement c'est s'autoriser une légitimité aussi de l'usage de ces objets esthétiques qui sortent totalement en fait peut-être du quotidien, ou est-ce que c'est des femmes déjà très apprêtées qui viennent, ou est-ce que non, pas du tout? Enfin, voilà, est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus? Avec plaisir. Donc dans l'école où j'étais, je crois que j'étais la seule à avoir des cheveux courts. Donc ça résume vite la situation. C'est les cheveux longs, c'est l'allure féminine. Alors il y en a quelques-unes quand même que j'ai croisées, mais c'est vrai que les cheveux utilisés comme éléments sensuels et utilisés dans les chorégraphies, c'est un élément. Les chaussures à haut plateau aussi, elles sont toujours plus hautes. C'est pour ça que je vous ai montré l'avant-dernière, cette longue vidéo. Les chaussures sont immenses. Enfin, c'est toute une dextérité que de faire des mouvements avec en plus des chaussures comme ceci, en cas de chute, etc. Mais effectivement, c'est rallonger les jambes et rallonger la fille. Donc ça fait partie d'éléments évidemment érotiques très forts. Après, au niveau des participantes plus débutante, une des participantes me disait qu'elle avait toujours ses chaussures dans son sac. Et voilà, ça c'était un élément qui m'avait marqué et que je trouvais très intéressant, un peu comme un objet fétiche dans son sac qu'elle pourrait sortir quand elle veut, comme elle veut, peut-être au cours ou peut-être ailleurs, je ne sais pas, ça je ne lui ai pas demandé, je n'ai pas été plus loin en termes d'intimité pour en savoir plus quel est le lien entre l'activité et les pratiques plus privées. Mais c'est vrai qu'elle avait toujours ses chaussures avec elle, au cas où dans le cours, on allait s'entraîner avec les chaussures. Parce que de temps en temps, on s'entraîne avec les chaussures. Alors effectivement, c'est un lieu où on peut performer des choses qu'on ne se permet pas forcément de faire en dehors.
mais certaines arrivent en moto, et font du burlesque, et aussi de la pole. Mais pas toutes. Il y a aussi monsieur et madame, enfin pas monsieur justement, mais madame tout le monde, j'allais dire, donc mère au foyer, et voilà, qui se lance dans un petit peu de pole dance. Ça donne envie de faire des entretiens. Oui, absolument. Il faudrait faire des entretiens et questionner dans quelle mesure est-ce que l'émancipation qui peut éventuellement se vivre dans le cadre de ce cours, est-ce qu'elle se fait en dehors ou pas, ou est-ce que c'est simplement un espace qui permet de performer des moments de sensualité, sachant aussi qu'on est aussi sous une forme d'injonction à l'égalitarisme. Donc, est-ce qu'il y a des lieux aussi où on peut faire la vraie femme ou le vrai homme tout en le surjouant et puis sans forcément le vivre en dehors dans une situation de domination? C'était aussi une question que je me posais. On va passer à la deuxième. Merci beaucoup. Ah oui, c'est vrai. Il faut qu'on le branche déjà. S'il y a des questions pour Monica, en attendant. C'est ça? Retiré? Donc, je vais poursuivre en présentant notre deuxième intervenant, accompagné par deux acteurs de terrain. Donc, il s'agit d'Ayman Dahane. Vous êtes doctorant en sciences sociales du sport au laboratoire sport et sciences sociales de l'Université de Strasbourg. Privilégiant l'ethnographie et la recherche de terrain, vos travaux portent sur les cultures de la musculation, comme les bodybuilding, mais aussi les sports des rues, les quartiers populaires, leur jeunesse et leur masculinité. Vous vous intéressez notamment aux apprentissages informels des normes et usages liés à ces thématiques dans une logique articulant parcours de vie et lieu de vie, c'est-à-dire la ville et puis l'immobilier urbain. Donc, Ayman est accompagné par Waren Morden et Kevin Alaganda. Pardon. Et je vous laisse 30 minutes pour développer vos propos. Merci. Ah, voilà. Bien, bonjour, je suis vraiment content d'être là parmi vous par rapport à la thématique du séminaire que depuis, avec Eva, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Pratiquement 2 ans. Ouais, voilà. Et tout de suite, par rapport à mon sujet de recherche et par rapport aussi au séminaire, ben, ça a matché. Donc aujourd'hui, on va parler de street workout. Excusez-moi. Alors donc la pratique que je vais vous présenter, c'est le street workout. Et le street workout, si on fait un léger historique, c'est une musculation au poids de corps qui va être popularisée sur YouTube en 2008 par l'athlète que l'on voit et qui s'appelait Hannibal Forking. Donc à partir de 2008, on va voir ce phénomène street workout, cette musculation au poids de corps, cette technique réflexive du corps qui va émerger. Et 10 ans après, ça va devenir une culture physique post-sportive et globalisée. Au niveau des recherches, on a peu de recherches à ce sujet-là. Et moi, des références que je peux citer d'ores et déjà, c'est l'article de Alain Muller, qui a fait une ethnographie sur le street workout à New York. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un axe de mon ethnographie où je parle d'apprentissage informel et d'éducation tout au long de la vie. Et vraiment, la question centrale pour aujourd'hui, c'est comment le street workout va développer un sens de l'esthétique corporelle. Donc, à la fin de l'été 2016, c'est le début de mon travail de thèse et je vais commencer
avec une méthode ethnographique classique héritée de l'école de Chicago. Et pendant ma recherche de terrain, je vais découvrir cette vidéo. La salle a été créée en octobre 2014. Ben avant, c'était une salle de musculation, donc on a essayé d'adapter certains exercices, mais il nous manquait les barres fixes, il manquait les barres parallèles. Ben, le street workout en lui-même, c'est un entraînement au poids du corps. Donc on utilise son poids du corps comme poids. Donc ça peut être des pompes, des abdos, des tractions. Et puis après, au fur et à mesure où on arrive à un certain niveau, on peut travailler des figures. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis immergé dans une ville que je ne connaissais pas et dans un quartier populaire que je ne connaissais pas. Ce quartier-là, c'est l'Elzo. Donc l'Elzo fait partie des 18 quartiers prioritaires de la politique de la ville qui sont actuellement en rénovation urbaine. Et donc dans ce petit quartier, il y a une structure qui est importante, c'est le centre social. Et c'est aussi, d'un point de vue culturel, une terre de culture hip-hop locale, notamment avec ses danseurs. Et donc la salle qu'on a vue, c'est Hardcore. Le nom hardcore, en fait, c'est un jeu de mots entre le terme hardcore anglais et hardcore. En gros, un art du corps qui est beau à voir, mais qui aussi à l'entraînement est dur à pratiquer. Et donc, cette salle va être bricolée au départ comme une sorte de... C'était vraiment un projet d'insertion par le sport. Et elle va devenir au fil du temps un club de street workout unique dans la ville. Voilà. Donc, pour animer cette présentation, ça va être je l'ai conçu comme une sorte de dialogue interactif entre moi et des pratiquants que j'ai connus au fil de ma participation observante. Donc, est-ce que tu peux te représenter, Kevin, s'il te plaît? Ouais, c'est bon. Ah, pardon. Bonjour à tous, moi je m'appelle Kevin. Je pratique le street workout depuis maintenant 4 ans au centre social culturel de l'Elzo et je vais vous parler des figures de street workout. Alors, déjà, commence à nous parler de ces figures de street workout. Là, comme vous avez pu le voir, en fait, c'est un pratiquant qui s'appelle Hichem qui vient d'exécuter en fait 2 tours en l'air. On appelle ça un 720. On voit que au début de sa figure, il a pris un grand élan en fait pour pouvoir s'élancer au-dessus de la barre et effectuer en fait 2 tours en l'air avant de pouvoir la rattraper. On voit que justement par son élan, ça a pu donner cette fluidité et cette beauté qui a pu faire qu'il a pu exécuter en fait ces 2 tours et pour pouvoir ainsi rattraper la barre sans pouvoir tomber au sol, quoi. Et est-ce que tu peux me parler de la figure suivante? Comme vous avez pu le voir, en fait, j'ai exécuté plusieurs figures de force à la filée, en fait. Et une figure de force, c'est quoi? En fait, on va la remarquer justement à la statique de la figure, aux bras qui vont rester droits, que la figure soit tenue au minimum 3 secondes. Et de là, on va voir que ça va être le plus propre possible, en fait. Voilà. En somme, la force de la ligne droite. Pardon. Est-ce que tu peux commencer à nous parler de ce freestyle? Bon, avant que... On va d'abord le voir.
comme vous avez pu le voir, en fait, avant que je m'élance sur la barre pour exécuter mon freestyle, j'attends d'abord que la musique parte au refrain. Et en fait, à la suite de mes figures, avant que je me lance, je me dis déjà dans ma tête quelle figure je vais faire en fait sur la base de la musique. Plus la musique va être rythmée, plus je vais faire des figures périlleuses, et moins la musique va être rythmée en fait, et moins je vais faire justement des figures plus risquées. Et du coup, sur l'enchaînement de la musique, c'est là que il va pas y avoir en fait de transition ou de pause. Je vais exécuter toutes mes figures à la file en fait pour donner justement la création de ce freestyle en fait, pour donner ces mouvements de fluidité, d'agilité et de force en fait, comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes. Et donc, comme on a pu le voir, cette musique, la trap musique, c'était vraiment un élément important, même fondamental dans l'entraînement, qui quelque part rythmait ces freestyles là, dont un exemple qu'on vient de voir, mais aussi tout l'entraînement. Et donc, une de mes premières interprétations du terrain, c'est que ces figures tirent leur principale force esthétique de cette impression de défier la gravité terrestre, mais aussi l'imagination. Et je conçois ce freestyle comme un moyen de s'exprimer et de montrer qu'on peut faire de belles choses par le corps. C'est aussi un temps où le pratiquant va se mettre en valeur, contrairement à son quotidien. D'ailleurs, en parlant de se mettre en valeur, je vais vous proposer une scène tirée du terrain et on va la commenter ensuite. Ouais, elle a une bonne qualité ou quoi? Ouais. Mais tiens, il y a le téléphone. Vas-y, je fais. Je filme. Laissez-le. Tu me dis? Ouais. Attends. C'est bon. Ils t'ont trop perturbé. Hein? Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça fait combien de secondes? Bah tiens. 740, c'est tellement dommage. Bon, j'envoie sa patte, il sera content. Machallah ou pas, Guette? Peut-être t'as trop bien filmé, voilà. Qui a aimé des boîtages soleil? Alors, tu te sens comment là? Je me sens bien, c'est dommage pour 540. Guette, frère, je l'ai fait normal. Ça, tu le fais pas d'habitude ça là? Non, mais je galère. Ouais. Là, ils ont crié, je sais pas pourquoi. Ouais, ça, Là, ouais. C'est dommage pour 540. Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé là au 550? Guette! Ah ouais. Dessus, Ça veut dire ça. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur ce passage, s'il te plaît, Kevin? En fait, on voit que là, justement, le pratiquant, en fait, il t'a demandé à toi de le filmer, en fait, pour voir justement ses performances et qu'il puisse justement voir ce qu'il peut faire, ce qu'il était capable de faire pendant qu'il était en train justement de s'exécuter sur la barre. Et il voit que justement, il a apprécié sa figure et qu'il sait que par la suite, il va retravailler dessus, en fait. Et ça, c'est courant dans notre salle. On demande chacun justement à notre partenaire de nous filmer, soit pour retravailler nos figures, soit parce que justement on veut capturer le moment en fait où on voit que on fait la plus belle figure sur le coup en fait. Et donc, comme il vient de nous dire, c'est l'habitude. Et d'ailleurs, comme on vient de le voir, c'était apprendre et, comme on a pu le voir aussi, c'est partager ses émotions au travers de ce moment convivial qui contribue aussi à la réussite de l'autre. Et d'ailleurs, c'est un des rites d'interaction qui forment et qui entretiennent cette communauté de pratiques. Ce qui démontre la présence d'une organisation sociale dans des pratiques physiques où on pense souvent à tort qu'elles peuvent être sauvages. Donc en parlant de cette capture du bon moment, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu as construit cette publication, cette photo? Voilà.
Bah, en fait, comme vous pouvez le voir, c'est moi ainsi que mon ami Warren qui est à côté là. Justement, en fait, on était parti pour une petite sortie et on s'est retrouvé là, dans ce hangar. On s'est dit, franchement, pourquoi pas, justement, exécuter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces figures de force, en fait. Et comme là, vous pouvez le voir, les courbures des bras sont droites, on est bien tendu, jambes tendues. Et c'est ça, en fait, qui va rendre et qui va embellir, en fait, l'endroit. Parce que à la base, l'endroit, il n'est pas spécialement beau, mais de par les figures, en fait, ça va rendre justement la photo plus belle, en fait. Et du coup, c'est ça qu'on voulait faire partager, en fait. C'est par nos figures, en fait, qu'on peut les pratiquer n'importe où, n'importe quand, en fait. Sous n'importe quel décor, en fait. Et justement, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur où est-ce que tu postes ces publications? Je les poste essentiellement sur Snapchat et surtout Instagram, en fait, pour partager justement ce qu'on fait, pour que les gens voient et donnent leur impression, en fait. Et justement, pour finir ce commentaire-là, Snapchat et Instagram, qui sont vraiment les réseaux où on voit ce street workout plutôt s'exprimer, ce sont des plateformes où il est facile aussi de traiter cette image-là. Comme vous voyez, on peut utiliser plusieurs filtres, jouer avec les lumières et toutes sortes d'effets. Voilà. Et donc, quelque part, ces photos et ces vidéos, ce sont des artefacts qui contribuent à partager cette émotion esthétique, qui en fait contribue à une perception esthétique commune à tous les pratiquants de street workout dans la salle et en dehors de la salle, voire à d'autres cultures de rue. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette photo où j'ai mis ce commentaire-là. Et que ce pratiquant-là, c'est un pratiquant en fait de hip-hop qui est le frère du fondateur de la salle et qui va venir donner son avis sur cette photo où on voit un pratiquant en position front lever. Et donc, ces réseaux sociaux sont en fait un nouvel espace public complémentaire de la rue pour se mettre en scène. Et en parlant de cette beauté quelque part objectivée, la compétition va venir objectiver cette beauté commune du street workout. Et là, je vous ai sélectionné un extrait d'une compétition de street workout que nous avions organisée dans le centre de l'Elzo. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler en un mot, Warren? Bonjour, je m'appelle Warren, j'ai 23 ans. Ça fait 5 ans que je pratique le street workout. Je suis vice-champion de France. J'ai fait 16e mondial à Moscou l'année dernière. Et là, j'ai participé à de nombreuses compétitions internationales et européennes. Et du coup, j'ai été juge 3 fois aussi. Et dans le jugement, en fait, pour être juge, il faut avoir acquis certaines compétences. Du coup, tout ce qui est... il faut avoir fait plusieurs compétitions déjà. Et du coup, voilà. C'est allumé. Donc voilà, ce sont certains critères, mais en général, on retrouve ce type de critères-là. Donc, la tenue vestimentaire. Est-ce que, Kevin, tu pourrais nous parler de cette tenue vestimentaire du street workout? Proprement parler, on n'a pas vraiment de tenue vestimentaire, en fait. On va plus s'entraîner torse nu, en fait, à l'air libre. Parce que déjà, de base, ça donne chaud de faire du street workout. Et parce que aussi, on se sent plus à l'aise. Et ouais, comme dit, on n'a pas vraiment besoin de tenue particulière en soi. Soit c'est un t-shirt simple avec un jogging et même en chaussettes. Ou sinon, c'est la plupart du temps, on va se mettre torse nu, en fait. Et vraiment, dans la salle, on pouvait s'entraîner dans beaucoup de tenues différentes. Pour le coup, il y en avait même qui s'entraînaient en jean. Voilà. Cette pratique, comme on vient de le voir, elle n'est pas encore institutionnalisée. Et dans cette pratique-là, il y a la notion de freestyle, que je traduis par cette expression de faire comme je veux, faire comme je le sens, issue de ces cultures de rue. D'ailleurs, cette communauté de pratique, elle repose sur des valeurs morales, dont une qui est la liberté, et ici, en l'occurrence,
la liberté d'afficher son corps. Et ça, contrairement à l'espace public, qui peut être dans le jugement, voire parfois menaçant. Et dans la salle, vraiment, c'était se mettre torse nu pour exprimer cette convivialité. Et cela, je tiens à vous donner un détail de poids, quelle que soit sa plastique. Donc là, on va passer, pour finir, sur un autre plan. Il va être plutôt sur le plan de la carrière et quelque part de l'itinéraire de Kevin. Donc le street workout, à force de le pratiquer et d'apprendre, on va forger un corps, mais aussi une identité. Donc, est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce qui t'a poussé à faire du street workout ? Bah, en fait, comme vous l'avez vu là, sur cette vidéo, en fait, l'athlète il s'appelle Franck Medrano. Moi j'avais 19 ans quand j'ai commencé à peu près. J'étais encore au lycée et j'étais chez moi à la maison comme ça et je regardais 2-3 vidéos sur YouTube et je suis tombé comme par hasard sur sa vidéo en fait. Et moi là je vois, quand il est en train justement de s'exécuter, je vois que je me dis mais c'est pas possible en fait ce qu'il est en train de faire. C'est ouf ouais. Et genre il est trop à l'aise avec la barre, du coup moi je me suis dit mais s'il lui arrive en fait pourquoi pas moi. Et du coup ben après c'est de là que j'ai commencé à pratiquer ce sport en fait. Et donc, ce que Kevin vient de nous dire, c'est ce... Voilà. Ce que Kevin vient de nous dire, c'est que c'est ce choc visuel qui va profondément inspirer le pratiquant pour se lancer dans l'activité, mais qui, tout au long de la pratique, va entretenir sa motivation. Et quelque part, choquer le regard, ça c'est une expression que j'ai tirée du terrain. On disait choquer. C'est la marque des sports de rue, où s'exprime quelque part cette interaction entre performance physique et esthétique. Et donc, en parlant de ton parcours, comment t'es venu l'envie de participer à des compétitions ? Quand tu veux. Ok, explosif. Yeah. Oh. Yeah. Aïe, aïe, aïe. Ok. Oh. Il va y avoir des étincelles dans ce bataille. En fait, moi, ce qui m'a donné envie de participer à des compétitions, ben, c'est tout simplement mon ami qui est là, Warren, en fait. Parce que lui, en fait, il avait participé déjà à une compétition avant moi. Et c'est lui qui m'a motivé à justement y participer. Il m'a dit de venir avec lui, de voir ce que c'était, de voir l'ambiance, de rencontrer du monde, de voir justement des niveaux différents. Comment le street workout justement se pratique dans d'autres pays d'Europe, en fait. Et de voir, en fait, et voilà, c'est ça qui m'a fait me motiver, justement, à participer à plusieurs compétitions aussi. Et donc, dans la carrière du compétiteur, ce qu'on voit, c'est que le poids des pairs, il est vraiment indéniable dans cette carrière. Et il est souvent inspiré par d'autres pratiquants déjà lancés dans la compétition. Et l'envie de participer va venir de la présence du compétiteur, soit en tant qu'accompagnateur ou participant. Une fois qu'il va se retrouver immergé dans cette atmosphère compétition, c'est quelque part ce qui va lui susciter cette vocation. Et l'expérience de la compétition, au final, elle est bien supérieure au fait de gagner ou de perdre. C'est vraiment cette dimension humaine qui va pouvoir en retirer. D'ailleurs, ce qui va m'amener à une autre partie, on va être plus centré sur le corps. Comment trouves-tu ton corps ? Actuellement, je trouve mon corps bien. Ça va. Un petit peu. Ouais. De cette pratique, en fait, elle a fait développer mon corps, en fait. Voilà. Et c'est pas trop pour me vanter que je dis ça, mais ouais, ça m'a donné justement quelques muscles, voilà, parce que avant ça, j'étais pas du tout comme ça, en fait. J'étais vraiment beaucoup plus maigre, beaucoup plus petit et tout. Et du coup, ça m'a permis justement de
de me développer, de me sentir plus à l'aise en fait avec moi-même, quoi. D'ailleurs, en parlant de se sentir, tu dis que tu t'es senti plus à l'aise et que ça t'a permis de te développer. Parle-nous un petit peu de ton développement corporel au niveau des habits, par exemple. Ben, j'ai pas les mots. Genre, je sais pas, il y avait des habits que je pouvais pas vraiment porter parce que je me sentais pas très bien dedans. Et du coup, ben voilà, du fait que maintenant j'ai un peu pris du muscle, je me sens un peu mieux, ben justement, je vais m'habiller différemment en fait. Je vais mettre des jeans un peu plus moulants, justement, des hauts un peu plus cintrés. Et voilà, quoi. Donc, comme dernière interprétation, le street workout répond à un besoin de se construire et de vivre en tant qu'homme. Ce qui se fait, de vivre en tant qu'homme, et cette construction de cette masculinité populaire, elle ne se fait pas dans la quiétude, mais elle va se faire plutôt dans l'épreuve. Dans l'épreuve, car le corps est fondamental dans ce milieu, et c'est un corps qui va être développé parce que, même si c'est du street workout, et on l'a pas trop vu dans les autres vidéos, mais son fondement, c'est un type de musculation, la calisthénie. Et donc, on va construire un corps fort, capable de se défendre et de se protéger de l'autre, un corps beau, capable d'attirer et de séduire l'autre, mais aussi un corps en forme. Et par là, ce corps en forme, c'est le terme de santé dans le milieu populaire, surtout dans le quartier populaire, on parle plutôt de corps en forme, capable d'améliorer le quotidien et la qualité de vie. Enfin, pour finir, d'un point de vue général, ce que le terrain m'a appris, c'est que le street workout est un espace d'apprentissage corporel en situation informelle, car le contexte de l'ELSO, c'est le lieu de la débrouille, d'auto-formation et d'éducation tout au long de la vie et tout au long de la vie. Le street workout, ce que j'ai pu observer, c'est aussi un espace de construction d'une masculinité populaire. Et la salle hardcore et sa pratique du street workout, c'est une production sociale en fait de tout un quartier et de sa quête de dignité. Et voilà, c'est un art de résistance pour une vie meilleure. Voilà. Encore merci pour votre attention. Merci beaucoup. On est resté dans les temps, donc c'est parfait. On a tout le temps de discuter. On peut adopter la méthodologie de la table ronde. Donc, les intervenants, vous pouvez vous-même rebondir sur quelques aspects qui vous a particulièrement saisi dans l'intervention des l'un et des autres. Le public est bien évidemment invité à réagir face à ces pratiques qu'on voit rarement représentées et étudiées dans les milieux académiques. Donc c'est vraiment une vraie chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir parler et de pouvoir connaître plus de ces pratiques sportives, culturelles, esthétiques, sociales. Donc il y a vraiment différentes dimensions qui croisent ces pratiques-là. Est-ce qu'il y a dans le public des réactions, des questions, tout simplement? Oui. Oui, bonjour. C'est très intéressant les deux sujets. Et, Ayman? Oui, Ayman, différentes questions. La première, c'est si tu as trouvé des différentes conduites à risque de jeunes, je veux dire, si par exemple ils prennent de stéroïdes ou ce qui signifie, et autour des sommes, il y a toujours une compétition entre nous, et c'est la prendre de risque tous les jours, quoi. Chaque fois qu'ils font ce type de sport. Et aussi, je voulais savoir un peu plus sur la masculinité populaire que tu as parlé un peu. Parce que voilà, dans les études de gender, c'est un sujet assez développé. Et
et qu'est-ce que tu comprends par la masculinité populaire, quoi. Et finalement, le rapport de l'espace, je veux dire, si on peut dire que cette année, les street workout, c'est un sport de l'espace public. Alors, on ne trouve pas beaucoup de femmes qui sont là. Alors, quel est le rapport entre la masculinité et l'espace, quoi. Et, voilà. Merci. Alors, je vais commencer à répondre par rapport à cette question de la compétition. Et vous m'avez dit de stéroïdes, c'est ça? Conduite à risque. Ok. Tout simplement, de ce que j'ai pu observer quelque part de cette culture du street workout, c'est que moi, j'ai pas vu sur le terrain des gens prendre des substances, on va dire, illicites, contrairement à ce que j'avais vu dans certaines salles de sport, etc. Et c'est pas quelque chose qui est. Peut-être que ça existe, mais moi je l'ai pas vu. C'est pas un sujet, comment dire, qui est là ou qui intéresse ses pratiquants. Voilà. Après, la question de la spatialité du street workout, c'est ça? Et si j'ai bien compris, c'est la différence entre l'extérieur et le fait de Ah oui, plutôt des femmes qui s'engagent dans cette pratique-là. Alors, au niveau de cette question-là, les pratiquantes, c'est en train d'émerger. D'ailleurs, pour répondre à cette question-là, moi j'ai pu observer pendant certaines compétitions leur présence, mais Warren qui est à mes côtés et qui est compétiteur, est-ce que tu peux un petit peu aussi donner un complément de réponse par rapport à ces pratiquantes que toi t'as vues, que t'as connues? Oui, effectivement, il y a de plus en plus de filles qui commencent justement à pratiquer ce sport, mais c'est encore ils sont encore timides, on va dire. Les filles sont encore timides parce qu'ils viennent dans notre salle, ils disent ouais, il y a beaucoup d'hommes, etc. Du coup, elles veulent pas trop se montrer. Du coup, c'est un peu compliqué, mais on arrive de temps en temps à ce qu'il y ait des femmes qui viennent s'entraîner. Mais bon, on les prend un peu plus à part, justement, pour pas qu'elles soient trop gênées. Du coup, on essaye de plus en plus, mais on a du mal un peu quand même. Parce que justement, comme il le disait, c'est embryonnaire. L'engagement est embryonnaire, mais elles sont là. En gros, je dirais qu'il y a plus d'hommes que de femmes, mais elles n'existent pas. Mais elles n'existent pas quelque part de manière au niveau, justement, j'aime bien ce lapsus, au niveau de la représentation. Plutôt qu'on va dire un pratiquant de street workout, on va pas dire une pratiquante de street workout. Et le fait que, par exemple, dans le cas de cette salle, qu'il n'y avait pas beaucoup de pratiquantes, c'est que, quelque part dans cette communauté de pratique, il n'y avait pas une athlète qui pouvait devenir une sorte d'élément d'identification pour ces autres pratiquantes de street workout féminines. Il n'y avait pas. Or, ces jeunes hommes, il y en avait déjà des exemples auxquels ils pouvaient se référer. Alors que là, on n'avait même pas un petit noyau féminin qui pouvait un petit peu émerger. Et d'ailleurs, vous m'avez posé une autre question, c'était sur la masculinité populaire. Oui, voilà. Et vous pourriez me répéter Oui, c'est juste qu'est-ce que vous comprenez par la masculinité populaire parce que... Alors, en fait, pourquoi j'employais ce terme-là? Quelque part, c'est se dire que le street workout, c'est quelque part un terrain où on peut observer cette masculinité à l'œuvre. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on n'a pas qu'une seule expression de cette masculinité. Parce que souvent, dans ces quartiers populaires, il y a, dans les représentations, un seul type de masculinité. Or, il y en a plusieurs qui sont axés sur plusieurs styles de cette masculinité. Et moi, cette masculinité populaire, pourquoi j'ai axé dessus, c'est que par le street workout, et je ne sais pas si on a assez appuyé dessus, c'est que ça a été aussi un moyen quelque part d'empowerment, d'agentivité pour des pratiquants. Par exemple, pourquoi j'ai invité Warren, c'est que il a pu, grâce au street workout, quelque part développer une carrière de street workout qui n'est pas reconnue, mais qui lui a donné quelques nouvelles occasions, de nouvelles opportunités. Là, parmi nous, on a Kevin aussi, qui a pu, même dans sa vie personnelle, développer, par exemple, même au niveau de la scolarité. Tu travaillais dans quel domaine avant?
La logistique. Il travaillait dans la logistique et vraiment, il cherchait un emploi et bon, avec une situation aussi incertaine et que là, il se retrouve cette année par exemple en tant qu'étudiant en première année de STAPS. C'est vraiment ce moteur de développement. Pour moi, ce que je dis, c'est que cette masculinité populaire dans le quartier, des fois, et je l'assume aujourd'hui, elle n'est pas épanouissante. Et que, à travers ce street workout, parce que je disais tout à l'heure qu'il y avait de l'insertion par le sport, il y en a, ils ont trouvé un emploi, en même temps qu'ils cherchaient un emploi, ils ont pu pratiquer, ça les a quelque part recentrés dans leur vie. Je pense à par exemple des pratiquants qui étaient sans emploi dans la salle, des jeunes pratiquants de, 16, 17 ans, avec pas, au niveau des diplômes, peu de diplômes, vraiment sans emploi, et je les ai vus à travers le street workout, qui ont pu trouver un temps pour quelque part se construire, et quelque part se structurer aussi, en tant qu'homme. Voilà. Aussi, le street workout, il n'y a pas de personne type. C'est-à-dire, tu peux être pauvre, riche, femme, homme. Tu peux venir comme tu veux et en fait, tu peux le pratiquer, ce sport. Ça, pour finir, cette remarque, elle est importante parce que au niveau de la spatialité du street workout, ce qui est important, et là, je suis dans la continuité des travaux de Gilles Vieille-Marchizet et de Gasparini aussi, c'est ce de quoi on va se rendre compte, c'est que le quartier populaire, c'est pas quelque chose de finalement si fermé que ça au niveau de sportif. C'est-à-dire que cette salle, on a eu des jeunes hommes originaires de l'Elzo, comme vous l'avez vu de ce quartier-là, mais par exemple, mes compagnons de circonstance viennent des quartiers limitrophes. Et quelque part, on a eu même des gens qui venaient de communes qui n'avaient rien à voir avec ces quartiers de type grands ensembles et qui sont venus s'entraîner. Donc voilà ce que je pense de cette spatialité du street workout. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Sinon, moi j'en ai, comme vous l'aurez compris. Des questions, mais plus des demandes de compléments et puis aussi pour essayer de faire dialoguer les deux disciplines en fait qui ont été présentées aujourd'hui parce qu'il y a des points communs. L'élément central, c'est la manière dont ces disciplines donnent à avoir des performances de genre, performances au sens pas uniquement sportif, mais vraiment performances de genre, qui se déclinent de plusieurs manières, notamment dans un entre-soi pour les deux disciplines finalement. J'avais une question par rapport à ça, par rapport à cette construction en fait, du genre qui se fait dans l'entre-soi. Monica, tout à l'heure, tu évoquais le fait que aller à la pole dance, c'était aussi sortir de la maison, c'était aller dans un espace d'entre-soi où on peut faire des choses qu'on ferait peut-être pas ailleurs, mais voilà, ça change d'espace. Est-ce qu'on peut faire un parallèle par rapport aussi au street workout? Est-ce que ça permet aussi de sortir de son quotidien? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Par rapport à l'entre-soi, on parlait aussi de la notion de où sont les femmes, où sont les hommes dans la pole dance. Dans ta communication, Monica, tu parles justement de l'objectivation, enfin le regard, le male gaze, il est là. Je voulais savoir justement, est-ce qu'on parle des hommes quand on est dans un cours? Est-ce qu'on pense à ce regard d'autrui ou est-ce que les hommes ne sont pas présents du tout? Est-ce qu'on parle des conjoints? Parce que tu parlais aussi de la séduction, de la sensualité. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Et j'ai pensé à ça quand je vous ai entendu parce que justement, il y avait dans une diapo, il y avait cet aspect aussi, ce travail de l'apparence et d'acquérir un corps qui permet de séduire. Donc je voulais en miroir savoir est-ce que on parle aussi des femmes dans l'espace de la salle, dans le sens où voilà, il y a une performance virile qui va permettre aussi peut-être de séduire. J'avais une autre, enfin, qui demande sur le fait de filmer, parce qu'en fait, les films étaient très présents dans vos deux communications. Alors là, c'est une manière de filmer pour construire la performance, pour s'améliorer, etc. Je voulais savoir, Monica, si justement il y avait aussi cet usage-là qui était fait, parce que toi, tu nous as montré des vidéos sur Internet, mais on imagine que justement la vidéo, même la présence de miroirs peut-être, vu qu'il y a cette idée de dance, enfin, voilà, dans une salle de danse où on a ces miroirs-là, est-ce qu'il y a des miroirs aussi dans la salle
de street workout. Qu'est-ce qu'on peut faire sur cette... qu'est-ce qu'on peut voir comme lien et voilà, parce que c'est vrai que par exemple la vidéo où il y a tous ces encouragements, ça faisait écho, les deux vidéos faisaient écho, même si on était plus du côté parfois de la brimade et de la moquerie, mais qui fait écho aussi à un entre-soi. Voilà, on sait aussi que ça fait partie d'une certaine construction virile de fonctionner aussi comme ça par ce mode de parole. Voilà, c'est un peu brouillon mes remarques, mais c'est pour lancer aussi des pistes de réflexion et de dialogue entre les deux communications. Ouais, je commence par répondre par rapport à filmer. Dans le cadre de l'école, les professeurs ont toujours demandé est-ce que vous êtes d'accord qu'on filme ? C'est seulement pour nous, c'est pour notre groupe. Donc ça reste dans l'entre-soi des personnes qui pratiquent pour se voir ou pour progresser. Mais généralement, elle n'était pas sur YouTube comme ça. Quoique sur la page Facebook de l'école éventuellement. Mais ça, c'était un sujet de discussion et tout le monde n'en avait pas envie. Qui est peut-être différent de vous. Vous allez peut-être plus facilement vous mettre en scène parce qu'être à torse nu, ça ne pose pas de problème. Alors qu'être en brassard, c'est différent. Je ne l'ai pas dit, mais c'était évident. Si on est en shorty et brassard, c'est pour tenir à la barre. C'est pas par... voilà, c'est une nécessité, disons, pour coller et puis pouvoir faire les figures. Par rapport à parler des hommes, alors certaines profs avaient justement certaine gouaille, un don pour faire des plaisanteries drôles, mais plutôt salaces, effectivement en lien avec cette barre, qui a une connotation phallique évidente, pour en faire un sujet de divertissement. Mais, donc il y a un rapport à ça, mais ironique, alors justement à quelle distance, à quel niveau, mais plutôt une forme, je dirais de prise de distance, mais ouverte officiellement, qui peut jouer de cela. Donc ça me semblait plutôt émancipateur de le faire. Donc ils ne sont pas du tout pudiques ou voilà, bien au contraire. Après, entre nous, non, on n'en parlait pas plus que ça. Et puis la plupart me semblaient être en couple, plutôt traditionnel, et plutôt, voilà, disons, voilà, plutôt traditionnel, ouais. Alors, par rapport à la vidéo, alors ce principe-là, ce rituel-là qu'on avait vu dans le PowerPoint, c'est ce que j'appelle la vidéo réflexive. Et c'est vraiment regarder sa vidéo, et c'est, comme Monica vient de nous le dire, plutôt chez nous, ça se faisait spontanément. C'est-à-dire, on peut prendre la figure, mais aussi on peut carrément prendre son entraînement en direct. Et là où d'autres pratiquants ou même des intéressés par cette pratique vont communiquer avec vous directement. Et vous laissez par exemple le téléphone sur le rebord de la fenêtre et vous entraînez, vous montrez ce que vous allez faire. Après, le sujet des femmes et ce type de discussion, moi je dirais que l'attention, dans cette salle, elle était concentrée plutôt sur l'entraînement. Et je vais m'en expliquer, c'est que d'ailleurs, d'une part, on avait une population de jeunes hommes avec des âges qui variaient. C'est-à-dire, on avait certains qui étaient plus jeunes. Et que, quelque part, ce sujet-là, il revenait... j'en ai passé du temps dans la salle, il ne revenait pas forcément. Et les seules fois où, en fait, j'ai pu en parler, mais ce n'était pas des discussions centrales, c'était plutôt en dehors de l'entraînement. Dans leur vie quotidienne ou des sorties, parce que voilà, on sortait ensemble, etc. Mais c'était pas un sujet... Il y a une phrase qui m'avait marqué, c'était... je posais une fois la question à un pratiquant, justement, sur ce sujet-là. Il me disait, moi, ma femme, c'est la barre. C'était la phrase. Et même quand j'en parle, c'est pas on est plus dans cette question d'entraînement. Et il y avait une autre question, c'était... Il y avait aussi il y avait le parallèle, tu sais, sur sortir de son quotidien, oui. Et sortir, voilà, pour le parallèle de sortir de la maison pour aller à la pole dance, par exemple. Alors,
le temps de l'entraînement, quelque part, c'était un temps où on mettait beaucoup de choses en suspens. Et quelque part, un jour, un des pratiquants m'a dit, écoute, je lui parlais d'autres coins du quartier, il me disait, écoute, le workout, c'est pas la vraie vie. Donc, c'était vraiment un temps ludique où, voilà, il s'agissait de prendre du bon temps, d'apprendre, construire son corps et de pratiquer. Et la notion de quelque part, je pense, là, je vais rebondir sur cette question de la masculinité, un point qui a été très important que j'ai pu observer, c'est la question de l'humour et du second degré, qui est dans cette pratique-là. C'est pour ça que je vous ai mis cet extrait-là. Quelque part, tu disais qu'il se moquait de lui. Non, c'était pas de la moquerie. Parce que ça, on le voit avec le regard extérieur. Et que c'est plutôt ce que j'appellerais dans le style viril, ça serait plutôt cet aspect taquin qu'on peut utiliser. Je sais que le regard extérieur va nous faire voir, oui, ils sont en train de se moquer de lui, etc. Mais quand je disais moquerie, je parle pas. Pour moi, moquerie, c'est une manière de parler, mais qui ne signifie pas un jugement ou de la négativité, parce que la moquerie peut être dans une forme de proximité. Il y a des auteurs qui ont travaillé là-dessus, notamment sur la socialisation virile et sur le mécanisme de proximité, justement, par ce type d'interactions qui sont en fait très intimes comme interactions et qui sont très affectives par ailleurs. Donc bon, voilà. Mais justement, voilà. Pour moi, c'est cette question de virilité, mais parce que j'ai observé aussi des salles de sport, etc. J'ai déjà vu aussi des femmes agir de la même sorte aussi. Donc c'est pour ça que pour moi aussi, dans ma thèse, c'est un travail que aussi j'ai fourni, c'est de me dire qu'il faut séparer d'un côté masculinité et virilité. Et pas... Parce qu'il peut y avoir des femmes viriles aussi. Les deux ne sont... Moi, je les mets pas sur le même plan. Et j'ai vu, par exemple, sur les compétitrices, les mêmes comportements que les compétiteurs, au niveau de leur pratique, même au niveau des mouvements, etc. Et sur cette question-là, vraiment, l'article de Alain Muller sur cette question de ce bricolage identitaire, il est intéressant à aller consulter parce que il lui-même lui dit que cette culture du street workout, elle est quand même ouverte, malgré que elle entretient des fois certains paradoxes, contrairement à d'autres pratiques de la musculation, où on a plutôt des fois des expressions populaires, on va vous dire, une vraie salle où on s'entraîne, c'est pas une salle où il y a des femmes. Voilà. Et là, c'est ouvert, mais avec quand même ces paradoxes, parce qu'on se retrouve aussi dans la rue, qui est anthropologiquement, et là tu parlais tout à l'heure d'inégalité, le territoire de l'homme, quoi qu'on en dise. Voilà. D'accord, voilà. Oui, donc tu disais que tu participes à des championnats internationaux, c'est juste. Est-ce que tu pourrais nous dire la différence entre ton entraînement à Elzao, si j'ai bien compris, Elzo, donc ce qu'on a vu, qui est très convivial, justement, une bonne ambiance quand vous vous encouragez, et puis lorsque tu te retrouves en compétition, dans quelle mesure est-ce que ça change? Est-ce qu'au niveau de l'espace, il y a une ouverture? Est-ce qu'il y a plus de concurrence? Est-ce qu'on rentre plus dans le domaine de la compétition sportive tel qu'on le connaît ailleurs, hein, donc individualisme, performance, voire dopage, comme c'était soulevé. Enfin, comment toi, tu l'as vécu, ce processus? Moi, en fait, je m'entraîne déjà 5 fois par semaine, pendant minimum 2 heures, avec des entraînements vraiment très précis, intensifs. Et en fait, quand je suis en compétition, comme je me suis préparé avant, comme je m'entraîne toute l'année, constant, donc du coup, en fait, quand j'arrive en compétition, je suis très focus sur mon objectif, en fait. Et du coup, j'essaye au maximum de rester concentré pour pouvoir justement être au meilleur de ma forme au moment où je vais passer, en fait. Et ouais, après, il y a tout le stress et tout ça à gérer, mais bon, après ça, avec l'expérience, on s'habitue. D'ailleurs, je vais rebondir un petit peu sur... bien sûr, quelque part, dans mon analyse, je dis que Warren ou d'autres pratiquants comme Kevin et vraiment ses plus anciens, ce sont quelque part les éléments les plus aboutis de cette communauté de pratique.
au niveau de leur niveau de pratique. Et quelque part, au fil du temps et des compétitions, ils ont appris à quelque part être plus dans une démarche plus réfléchie au niveau de l'entraînement. Et je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vais le redire, c'est que Warren a intégré quelque part une sorte de cercle fermé de ses compétiteurs de street workout. Et il forme vraiment quelque part une sorte de microcosme qui est... vous connaissez tous pratiquement. Voilà. Et donc, son entraînement, des fois, de ce que j'ai pu observer, peut différer d'autres qui n'ont pas le même niveau de pratique ou qui n'ont pas, quelque part à l'horizon, cette dimension de la compétition. Et quand on parle de termes de compétition, c'est quelque chose aussi qui, selon les pays, n'est pas... Ça veut dire, par exemple, dans les pays de l'Est, le street workout, toi qui as pu y aller, c'est quelque chose de plus institutionnalisé. Alors qu'en France ou dans d'autres pays, voilà, on n'en est pas encore là. On a, par exemple, aux Pays-Bas, des salles où, à l'intérieur, il y a du street workout. C'est-à-dire, vous payez votre abonnement, mais vous allez pouvoir vous entraîner au street workout avec un entraîneur qui est là et qui va vous dire comment faire. Voilà. Une dernière remarque peut-être sur le travail de l'apparence dans les deux disciplines qu'on évoque aujourd'hui. Ayman, tu parlais tout à l'heure de l'amélioration du corps qui devient beau. Justement, est-ce que les pratiquants, que ce soit les pratiquantes de pole dance ou de street workout, lorsqu'ils débutent cette activité, est-ce que ça s'inscrit justement dans un objectif de modification corporelle qui va s'accompagner peut-être de pratiques alimentaires spécifiques, je sais pas, voilà, d'un changement de style vestimentaire, comment est-ce que vous avez vu ce genre de choses là sur le terrain, et comment ça, voilà, c'est transversal ou non, je ne sais pas. Oui, probablement que les participantes s'inscrivent aussi pour perdre du poids, se renforcer, etc., etc. Après, en termes d'efficacité, je ne sais pas parce que je ne leur ai pas demandé voilà, l'efficacité de la pole dance dans ce sens-là, mais plus elles sont légères, plus elles pourront faire des figures, ça aussi. Mais c'est aussi ce qui m'interpellait, c'était intéressant de voir que beaucoup de femmes étaient plutôt corpulentes, justement, et pratiquer la pole dance. Donc ça semblait être un paradoxe, mais que je trouvais intéressant en termes justement de danser, de s'exprimer, d'avoir du plaisir tout en travaillant sa force, son empowerment, alors au sens premier du terme, tout en faisant avec le poids qu'elles ont. Mais concrètement, elles ne deviendront pas des compétitrices, parce que ça demande un entraînement qui est alors vraiment celui de l'acrobate et de la gymnaste et du régime alimentaire, etc., etc. Et également de commencer à un jeune âge pour faire les prouesses qu'on a vues là, par exemple, en vidéo. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment l'objectif premier. Enfin, c'est peut-être aussi parce que je suis plus intéressée à voir dans quelle mesure elles y trouvent un plaisir sensuel qui, pour moi, me semble plus important que celui du poids, qui est déjà tellement omniprésent dans notre société avec... épidémie d'obésité, etc., etc. Donc, mais probablement que ça en fait également partie. En tout cas, de se sentir bien dans son corps par l'expression de la danse. Et juste une question justement pour rebondir, parce que toi, donc, tu as surtout assisté à des cours. Est-ce que dans le discours en fait justement des profs, entraîneurs, est-ce qu'il y a un aspect justement global et des consignes sur justement les pratiques peut-être plus générales d'alimentation ou d'acquérir une certaine forme du corps pour la performance, ou finalement en fait ce discours-là n'existe pas, ce qui est dans ce cas-là un résultat est très intéressant par ailleurs, parce que c'est assez rare que les opératrices opérateurs de beauté, de mise en forme justement ne soient pas dans ce discours-là, on va dire, sur la globalité des pratiques, mais qui soient vraiment dans l'expérience sportive uniquement. Alors, ce que j'ai pu voir dans le street workout, c'est que sur le corps, toutes ces questions de comment je vais m'alimenter,
au final, il y a un terme que je vais réutiliser, c'est freestyle, quelque part. Je vais m'en expliquer, c'est que d'un côté, on va avoir des fois certains pratiquants qui vont être plus dans une logique, par exemple, de gérer son corps. Je vais manger ceci, comme ci, comme ça, mais ce que j'ai pu remarquer dans leur parcours, c'est qu'ils ont pratiqué surtout en salle. Et que quelque part, on va l'appeler cette culture de la salle, c'est elle qui influence tout ce type de comportement et surtout les réseaux et Internet. C'est-à-dire que vous l'apprenez surtout là-bas. Et là, je vais vous donner un exemple auto-ethnographique. C'est-à-dire que moi, quand j'avais commencé la musculation, comment apprendre à modifier son corps, je l'ai appris grâce à Internet. Et voir des plans alimentaires, etc. Mais dans le street workout, encore une fois, chacun va construire cela. Et là, par exemple, dans ce qu'on voit chez nous, chez Hardcore, c'est que la dimension du corps, elle est toujours là en arrière-plan, mais forcément, je dirais, c'est plutôt arriver au niveau de faire ces figures-là. Le corps est là, mais il est secondaire, il est en arrière-plan. Contrairement à des pratiques, si on voit bien, comme bodybuilding ou des pratiques de musculation dans une salle de sport, où on va se dire, voilà, j'ai des objectifs, j'ai envie d'être musclé, il faut que j'ai ce corps-là défini de la sorte. Mais là, justement, le street workout, quelque part dans sa création, vient rompre avec cette logique-là. De se dire, non, j'ai envie de m'entraîner, et le corps va se transformer au fil du temps et au gré des entraînements. Mais cette manière réfléchie, je pense qu'elle provient aussi de la proximité de la personne avec la culture de la salle. Voilà. Est-ce que Monica, tu avais un truc à rajouter sur le sujet ou... Ah oui, bien sûr. Voilà. Moi, j'ai un problème avec ce concept de masculinité populaire, en fait. Puisque vous parlez de masculinité populaire, c'est que vous l'opposez en toute bonne logique à une masculinité qui serait autre, je ne sais pas laquelle, masculinité bourgeoise, hein, si on en reste du lexique. Alors, quelle est-elle? Quelle serait-elle? Et puis, qu'est-ce qui distingue ce terme de masculinité populaire? On l'a entendu depuis fort longtemps. Il me semble d'ailleurs qu'en France, on a une grande promptitude à parler de masculinité populaire. On a désigné les footballeurs comme l'incarnation d'une masculinité populaire, les rugbyman, alors qu'il me semble qu'on est dans des logiques différentes, Norbert Elias, nous en avait déjà parlé, etc. Alors en quoi ce que vous décrivez, ce que vous avez observé, relève d'une masculinité populaire, en fait? Et puis, j'ajoute encore quelque chose qui n'est pas une question, enfin, qui est un flash là, comme ça. Vous avez parlé d'honneur, vous avez parlé de dignité, en fait. Évidemment, on pense à... Enfin, c'est le titre d'un article que je dis, que vous connaissez bien évidemment. Où est Vacant dans cette histoire? Voilà, donc c'était là-dessus que j'aurais voulu avoir un éclaircissement, si vous voulez bien. Oui, bien sûr. Alors, je vais commencer par, justement, cette question de la dignité. Très clairement, là, j'ai fait référence au livre de Bourgois, Enquête de dignité. Quelque part, qui disait que c'est culture de rue, et non pas, je les appelle pas culture urbaine, mais vraiment culture de rue là, il en parlait en tant que street culture of resistance, des street cultures de résistance, justement, contre cette condition sociale. Voilà. Et le parallèle, je l'ai fait aussi, parce que n'oublions pas que le quartier, et certains de ces acteurs qu'on a pu voir dans les vidéos, ont été à l'époque baignés dans cette atmosphère hip-hop, de cette culture-là. Et ce que je veux dire, c'est que le street workout, ce sont les héritiers de cette époque hip-hop qui a éclairé le quartier. Voilà. Après, c'est vrai que oui, si on dit masculinité populaire, ça peut même devenir flou. Parce que qu'est-ce qu'on appelle populaire? Que, par exemple, si on va dans les travaux de Schwartz, c'est une catégorie assez large, mais que je pense, tout comme lui, qui est traversée par un continuum de domination. C'est-à-dire que j'ai pu observer au NL Contest. Le NL Contest, c'est un festival des cultures urbaines. Et que, par exemple, même si il y a beaucoup de points communs avec le skate et d'autres pratiques, mais je peux vous dire que dans le terrain, les proximités entre les skateurs et les pratiquants de street workout ou de hip-hop, elles sont pas... Mais vraiment, populaire pour moi, c'est vraiment... Même, je dirais même, masculinité des quartiers populaires. Pour vraiment le territorialiser. Voilà.
Et que là, ce qui a été intéressant, c'est que dans ce quartier-là, dans sa morphologie géographique, ben, il était quand même bien excentré. Que quelque part, ça revenait toujours cette dimension du quartier. Nous sommes là, et la vie, on parle carrément de ville et il y a un vrai clivage entre la ville, le centre-ville, et ce côté-là du quartier. Et vous me disiez sur Loïc Vacan. Et c'était sur... parce que j'ai pas bien compris sur le passage sur... Non, mais vous avez parlé d'honneur et de dignité. Ah oui, ouais. Voilà, et je fais référence à l'article de Vacan qui s'appelle Ouais, Honneur et dignité, précisément. Ouais. Alors, et donc, je pense que oui, quelque part, c'est dans ma thèse, c'est ce que je soutiens, c'est que ces pratiques-là, et je l'ai entendu dans plusieurs entretiens informels, pas cette expérience de terrain, c'est ce que je disais au début de cette intervention, c'est faire de belles choses avec son beau corps. Quelque part, le sport dans ces quartiers-là, quelque part, répond aussi à cette quête de dignité dans cette société, voilà. Il est 16h, donc il est l'heure de clôturer le séminaire, mais les discussions peuvent évidemment se poursuivre avec certains intervenants si vous le souhaitez. Merci beaucoup.